dans aucune circonstance, la guerre que nous avons clouée au pilori comme un crime puisse se réveiller contre les autres. Malheureusement, le chant du cygne de Briand n'a que peu d'effet. 8 jours plus tard, le Japon, membre de la Société des Nations, fait entrer ses troupes en Mandchourie, province de la Chine, et y mène une répression barbare, bien décidée à imposer bientôt son joug au pays tout entier. La Chine saisit en vain l'Organisation de Genève, mais celle-ci ne dispose pas de force d'interposition. La Grande-Bretagne, soutenue par les États-Unis, se méfie de la Chine qu'elle juge hostile et voit dans le Japon un rempart contre le bolchevisme en Asie. La Société des Nations n'applique donc pas de sanctions sérieuses à l'agresseur. Elle commence dès lors à se déconsidérer aux yeux du monde, tandis que le Japon la quitte bruyamment. Aristide Briand assiste, impuissant et consterné, à cette déchéance. Il succombe à 70 ans, en mars 1932, emportant avec lui dans la tombe les années d'une belle espérance. Au nom de la France, devant les représentants des 57 nations qui siègent à Genève, je salue la dépouille mortelle d'Aristide Briand. La France fait à Briand des funérailles nationales. Paris, tapissé de noir, paraît déjà porter le deuil de la paix. Gustav Stresemann, son partenaire allemand, a disparu 3 ans plus tôt. Avec eux s'éteigne un espoir, une vision. Plus de guerre. Nous n'acceptons pas que dans aucun cas, pour aucune cause, dans aucune circonstance, la guerre que nous avons clouée au pilori comme un crime puisse se réveiller contre les autres. Le pèlerin de la paix ne verra pas se réaliser la sinistre prophétie du chancelier Brüning. L'Allemagne va voter. La lutte pour la présidence du Reich est circonscrite entre Hitler et Hindenburg. Et c'est dans le calme qu'à Berlin, le peuple va aux urnes. Déjà, partout, s'étale l'effigie d'Hitler, l'homme qui vient. Quelques mois avant les élections allemandes, sous la pression de Washington et sous l'effet de la crise, les réparations ont été annulées. Trop tard pour que l'opinion allemande s'en satisfasse et s'en rassure. En avril 1932, Hitler obtient 37% des voix et arrive en 2e position. Hitler a perdu, mais c'est l'homme fort du moment. Aucun gouvernement ne peut se constituer sans lui. Sie können uns meinetwegen töten, kapitulieren werden wir nicht. Hindenburg est réélu président de la République. À 84 ans, sous son casque à pointe, ce vieux soldat égaré en politique semble à peine tenir en équilibre. Il se laisse convaincre de nommer Hitler chancelier. Hindenburg paraît momifié. Il vient de signer l'acte de décès de la démocratie allemande. 9 ans après l'échec de son putsch de Munich, Hitler est à la tête d'un parti puissant, sans foi ni loi, appuyé sur des sections d'assaut qui étalent leurs forces et des millions de sympathisants. Il a les mains libres pour mettre en œuvre sa politique, celle-là exactement qu'il avait exposée dans Mein Kampf et à laquelle on n'avait guère prêté attention. Joseph Goebbels, nommé ministre de la propagande, écrit le soir même dans son journal « Nous allons enfin mettre de l'ordre dans cette porcherie ». En février 1933, un groupe de nervis incendie le palais du Reichstag, le Parlement allemand. Ils agissent sur l'ordre d'Hermann Göring, bras droit de Hitler.
La police se saisit d'un jeune communiste hollandais qui est présent sur les lieux. C'est un accusé idéal. Dès le lendemain, Hitler attribue le forfait à un complot communiste. Les libertés individuelles sont supprimées. Le PC est interdit. 4000 de ses responsables et un grand nombre d'autres opposants sont déportés dans des camps de concentration, comme Dachau et Oranienburg. La persécution des Juifs est déclenchée. On appelle au boycott de leurs magasins. Les Juifs sont pourchassés et progressivement exclus de la société. Les écrivains juifs ou jugés déviants sont interdits de publication. On brûle dans de gigantesques autodafés les œuvres de Thomas Mann, Bertolt Brecht, Karl Marx, Sigmund Freud, Franz Kafka. Les journaux démocratiques étrangers sont arrêtés aux frontières. Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Le 1er mai, le régime célèbre la fête du travail dans une manifestation gigantesque. Le lendemain, les syndicats sont dissous. En juillet 1933, moins de 6 mois après l'accession de Hitler au pouvoir, le parti nazi est proclamé parti unique. En octobre, l'Allemagne claque la porte de la Société des Nations. Pourtant, sous le regard hostile des démocraties, Hitler redoute d'être isolé. Il se retourne donc vers le dictateur chevronné qui règne sur l'Italie. Benito Mussolini l'accueille à Venise. Le Führer a une mine splendide. Les deux dictateurs se trouvent pour la première fois face à face. À côté de Mussolini, Hitler paraît encore en état d'infériorité. La fille du Duce moque son imperméable trop grand qui lui bat les mollets et son chapeau informe, en contraste avec l'allure flamboyante de son père. Même les actualités de l'époque relèvent le détail. On ne peut s'empêcher de faire une comparaison entre les deux hommes et de constater que décidément le pardessus mastic n'est pas l'uniforme rêvé pour un dictateur. Hitler souhaite un rapprochement, mais les deux hommes s'affrontent sur la question autrichienne. Hitler veut voir chasser du pouvoir, à Vienne, le chancelier Dollfuss, qui a eu le courage d'y interdire le parti nazi. Mais Mussolini s'y oppose catégoriquement, car il redoute une annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Même si les deux dictateurs signent un protocole, ils ne sont pas d'accord sur le fond. Le Duce se gausse du Führer, il confie, il parle comme un gramophone avec tout juste 7 accords à sa disposition. Une fois qu'il les a tous joués, il reprend au début. Quant à Hitler, malgré les apparences, il ne renonce pas à son objectif. Dès son retour, ses partisans tentent un coup de force à Vienne. Tandis que certains s'emparent de la radio et annoncent la démission du chancelier Dollfuss, d'autres font irruption dans ses bureaux et lui tirent dessus à bout portant. Les forces gouvernementales réagissent avec vigueur et font pendre les meurtriers. Le coup de force a échoué, mais le chancelier Dollfuss succombe. Pas plus à Londres qu'à Paris, les gouvernements n'ont bougé. Seul Benito Mussolini éclate de colère. Dollfuss était son protégé. Le Duce ne tolère pas que l'Allemagne étende son territoire jusqu'à la frontière italienne. Il envoie 4 divisions vers le col du Brenner, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Et il accueille cordialement à Florence le nouveau chancelier autrichien Schuschnigg pour lui manifester sa solidarité. Le soutien italien permet à cet homme intelligent et résolu d'affirmer sa détermination devant la Société des Nations. L'Autriche est fermement décidée, aujourd'hui plus que jamais, de remplir sa tâche, à savoir la sauvegarde de son intégrité territoriale.
L'attitude de l'Italie force Hitler à suspendre provisoirement son dessein. Il a manqué l'Anschluss, mais à ses yeux, ce n'est que partie remise. Un mois plus tard, en août 1934, le président allemand Hindenburg s'éteint. La veille, Hitler a fait modifier la Constitution. Il est désormais chancelier et président à la fois. Son pouvoir est à présent sans limite. La prise du pouvoir d'Hitler est un tournant de l'histoire. Elle ouvre un nouvel avant-guerre. Pourtant, le reste du monde n'en prend conscience que lentement. What's our campaign slogan, Sissy? Happy days are here again. Good, that's right. Aux États-Unis, Franklin Roosevelt accède au pouvoir quelques semaines à peine après Hitler. Il a fait campagne en prenant la défense du citoyen oublié, écrasé par la crise au bas de la pyramide sociale. On attend de lui des miracles. Son élection est un triomphe. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Roosevelt entre en fonction en mars 1933 et lance le New Deal, une politique interventionniste marquée par de grands travaux. Elle vise à secourir les plus pauvres, à réformer les marchés financiers et à rendre son dynamisme à une économie meurtrie. Roosevelt redonne confiance. Mais il ne se mêle pas directement des affaires européennes. Malgré des manifestations de la communauté juive américaine qui tentent de sensibiliser au sort des juifs allemands, il reste fidèle à la tradition américaine d'un isolationnisme qui correspond aux vœux de la plupart de ses compatriotes, échaudés par la Grande Guerre. L'Allemagne, cependant, poursuit un réarmement qu'elle a commencé depuis plusieurs années. Elle devait n'avoir que 100 000 soldats sous les drapeaux. Elle en compte désormais 7 fois plus. En mars 1935, Hitler établit le service militaire. C'est une infraction manifeste au traité de Versailles. Aussitôt, une délégation française emmenée par Pierre Laval, ministre des Affaires étrangères, et le chef du gouvernement Pierre-Étienne Flandin part pour Stresa, dans le Piémont italien. Ils y retrouvent le Premier ministre britannique Ramsay MacDonald et Mussolini, leur hôte, qui se met en scène comme à l'habitude, pilotant lui-même son hydravion. L'objectif est de s'unir contre une Allemagne de plus en plus menaçante.